suis en train de faire des courses, je suis devant des patates et il m'appelle et là, il se présente comme, le CTO global de l'Occitane. Je comprends pas tout de suite. Quand on est une asso d'étudiants, qu'est-ce qu'on fait? On organise un apéro, vient qui veut, sur les 15-20 qui se présentent, il en reste, 8 ou 10, quelques jours plus tard et on démarre avec eux. Je me demandais comment je pouvais, ressembler au bon profil qu'il faudrait et depuis j'ai arrêté ces conneries, ça sert à rien du tout. Non, c'est un enfer. Et puis une grille de salaire, dès que tu touches un truc, ça explose de l'autre côté. Accepter ce que l'on ne peut pas changer et s'investir dans ce que l'on peut changer et avoir la sagesse d'en distinguer la différence. Et c'est ça le plus difficile. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans détour, le podcast de Genilem avec le soutien de notre partenaire la FIT. La FIT, c'est la Fondation pour l'innovation et la technologie. C'est une fondation établie dans le canton de Vaud. N'hésitez pas à aller voir leur site internet fondation-fit.ch. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et souvent à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur vision du business, leur expérience entrepreneuriale et de la vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amael Parot-Hey, Exactement. tu me diras si je prononce bien, qui travaille dans le numérique, dans les activités numériques responsables, spin-off de l'EPFL. Tout à fait. Moi, je t'avais rencontré parce qu'à l'époque, il y a 4 ou 5 ans, tu avais été identifié comme Next Gen Hero Exactement. dans un Ouais, magazine. c'est ça. Voilà, on va parler leadership, vente complexe, évidemment numérique responsable et spin-off de l'EPFL. Qui es-tu, Amael? Donc moi je m'appelle Amael et j'ai la chance de piloter la société Resilio. Donc on fait de l'évaluation environnementale pour le secteur du numérique. Ça veut dire qu'on compte des kilos de CO2, des mètres cubes d'eau pour des entreprises spécialisées dans le numérique. Typiquement des opérateurs télécoms comme Swisscom, des clouders, donc des fournisseurs de services numériques à distance comme Infomaniac, ou des très grandes entreprises qui ont des parcs IT, des parcs informatiques très très grands. Okay. On va revenir après sur Resilio. Ce que vous voulez voir, c'est resilio-solution avec un s.com. Ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Depuis combien de temps? Depuis 4 ou 5 ans, 4 c'est l'âge de Resilio, 5 c'est le moment où on a commencé avant en tant qu'asso d'étudiants de l'EPFL, puisque moi j'ai commencé pendant mes études de sciences et d'ingénierie de l'environnement, donc plutôt orienté environnement que numérique. Et puis à ce moment-là, dans le cadre de mes engagements associatifs, on a essayé de secouer un peu le PFL pour faire le bilan environnemental du numérique. Parce qu'on ne peut pas être à l'EPFL sans avoir un laptop. Et on se posait la question de ce que ça a donné d'un point de vue environnemental. On a démarré nos activités en tant qu'asso pendant à peu près un an. Donc un début assez peu conventionnel pour une start-up. Ces enjeux environnementaux, c'est quelque chose que tu as toujours porté en toi depuis l'âge de 3 ans ou c'est venu à l'EPFL justement quand on t'a demandé d'avoir un laptop pour étudier? Je ne saurais pas exactement dire depuis quand. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait des études en environnement. Je pense que sinon, j'aurais fait de la physique ou de l'ingénierie informatique qui m'aurait aussi beaucoup plu. Peut-être même plus que mes études en environnement. À l'époque, mes collègues se fichaient un peu de moi en se demandant pourquoi j'étais en environnement et pourquoi je n'étais pas en physique ou en maths où j'avais de meilleures notes. Et pourquoi tu as choisi environnement alors? Parce que je me vois pas faire autrement, je vois pas faire autre chose quand on regarde un peu, l'état dans lequel on laisse la planète sur laquelle on vit, c'est-à-dire notre propre maison. Je me dis que j'ai plus envie de contribuer à la nettoyer et à faire un petit peu de ménage plutôt que d'aller faire autre chose. Ok. Et donc quand tu commences le PFL, tu sais déjà que tu veux nettoyer le monde, Pas pour du prendre tout. tes Je mots. me dis que, j'ai envie de trouver un truc qui m'intéresse dans l'environnement, c'est tout. À ce moment-là, je suis plutôt attiré par la carrière classique d'un ingénieur en environnement. Les gens prennent plutôt pour des paysagistes, mais en fait, ça consiste pas à planter des arbres, c'est plutôt traitement de l'eau, traitement des déchets, aménagement hydraulique, correction du Rhône et ce genre de choses. Que j'aurais pu travailler. Et puis, c'est pour ça que j'étais parti. Et après, les choses en entraînant une autre, je me suis retrouvé à la tête de Resilio, plus ou moins par hasard. Et j'ai fait ce que je m'étais dit. Je suis venu à l'EPFL, j'ai trouvé un truc qui me plaisait et puis ça va très bien. Et donc ce qui te plaisait, c'était de participer à nettoyer le monde, c'était de faire changer les choses, tu dirais ça comment? Ouais, moi j'ai envie de me lever en me disant que je fais quelque chose, qui me plaît et deux, qui est utile, qui apporte quelque chose aux autres. Donc j'avais vraiment envie d'être
Ouais, dans des sujets qui sont liés à l'environnement, peu importe ce que c'est exactement. C'était pas, j'ai jamais été trop obtus sur la question. C'est comme ça que je suis passé d'un attrait plutôt gestion des ressources en ville ou ce genre de choses, à une approche plus comptable et plutôt grandes entreprises. Et alors, raconte-nous les débuts de l'association d'étudiants qui s'appelait Resilio, ça s'appelait? Non, ça s'appelait Zero Emission Group. On était l'équipe de sobriété numérique de cette association qui existe toujours d'ailleurs et que je salue au passage. Donc on a commencé en tant qu'association, on nous avait donné un mandat, enfin on s'était débrouillé pour obtenir un mandat qui était accordé à l'époque nous avait été aidé par Martin Vetterli, le président de l'école. Donc on était deux représentants de l'asso et un de ses doctorants. Et la question qu'on s'est posée, c'est combien ça fait de CO2 tout le numérique à l'EPFL. Donc il fallait compter les imprimantes, les serveurs, les tablettes, les laptops et toute une foule d'équipements. Et donc là, on est en 2020. Là, on est en 2020, ouais, à peu près. Et à ce moment-là, la réponse, c'est un quart du bilan carbone à l'époque. Donc pourquoi à l'époque? Parce qu'entre les deux, comme il y a eu d'autres achats de matériel qui ont été inclus, ça s'est réduit, mais ça reste très significatif. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que le PFL, elle pollue assez peu. C'est des gens dans des bureaux, dans des classes, mais ça pollue pas beaucoup. Donc la part du numérique est assez forte. Et donc de là, on a cette première mission et on est trois à faire ça. Moi, je me dis que si on trouve une opportunité, pourquoi pas. Et je suis contacté complètement par hasard par le canton de Vaud, qui a entendu parler de ce qu'on a fait et qui voudrait savoir si on peut refaire la même chose. Et pour autant que j'ai pu voir beaucoup de soutien d'aide à l'entrepreneuriat, il y a une chose que je salue beaucoup, c'est la mentalité qu'on a ici autour du Léman, en tout cas, dans laquelle même les administrations publiques n'ont pas peur de se lancer. Et sans le soutien du canton, je ne sais pas si Valérie et Catherine le savaient à l'époque, mais sans leur soutien, on n'aurait probablement jamais démarré. Elles nous ont fait confiance pour une prestation. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'on était capable de le répliquer et puis de le faire. Ensuite, on a eu sensiblement la même chose avec l'UNIL. La première fois où j'ai découvert ce que c'était un cycle de vente avec une si grosse organisation. Et puis, de fil en aiguille, à cette époque-là, c'est devenu trop gros pour une asso d'étudiants. Donc, on a utilisé une petite structure en tampon le temps de monter l'entreprise, puisqu'on a monté l'entreprise à 11. Parce que quand on est une asso d'étudiants, qu'est-ce qu'on fait? On organise un apéro. Vient qui veut. Sur les 15-20 qui se présentent, il en reste 8 ou 10 quelques jours plus tard et on démarre avec eux. Je pense que c'est fin 2020, début 2021. Il y a une petite équipe, forcément plusieurs de mes copains de l'époque. Et on se dit, on va le faire pour le canton, on va le faire pour l'UNIL et advienne que pourra. Et à cette époque-là, on ne sait pas vraiment que ça va devenir une boîte. Ce sera que 6 mois plus tard, quand on sent que ça prend et que plusieurs autres entités viennent nous demander quelque chose. Les premiers mandats, que ce soit d'abord celui de l'EPFL et ensuite celui de l'État de Vaud, vous faites quoi? Vous comptez le nombre d'imprimantes, Ouais. comptez le nombre de laptops? Et c'est tout. Et après, on les met dans un fichier Excel dans lequel on calcule combien ça fait de CO2. En face de chaque imprimante, on a une ABAC. On a quoi? On a une ABAC, on a des valeurs. Pour un laptop, c'est 150, 200 kg de CO2 en fonction de comment tu comptes. Et puis ça, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est l'empreinte. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et c'est un peu les questions qu'on pose et on produit un rapport à l'époque très formaliste dans lequel on dit voilà, ça c'est ce qu'on peut faire, ça c'est les sujets clés à observer. C'est à vous d'aller comprendre que le laptop de telle marque, qui a été sorti en telle année, qui a telle carte puce, etc., il fait tant de CO2 ou Ouais. les fabricants, ils vous donnent ces infos? Alors les fabricants, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de donner quelque chose. Et il y a une partie du monde qui pense qu'ils font exprès de mentir. Moi, je pense qu'ils n'arrivent surtout pas à faire ça parce que c'est trop difficile et qu'ils y mettent pas les moyens qui seraient nécessaires. Donc ça, c'est effectivement notre travail. Et aujourd'hui, on est assez connu pour la base de données que chacun peut tester sur db.resilio.tech, T-E-C-H, et sur laquelle je peux chercher un laptop, un équipement, smartphone, n'importe quoi, et obtenir son empreinte. Et là, c'est des chiffres que Resilio calcule, qui se veulent plus fiables et en tout cas beaucoup plus reproductibles que ceux des fabricants. Donc à ce moment-là, on va pas autant dans le détail, hein. On a juste un laptop petit, moyen, grand. Déjà, c'est pas mal. Serveur petit, grand, ça s'arrête à peu près là. Et
L'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire derrière, proposer quelques recommandations. Pour l'État de Vaud, on avait fait quelques tests sur des projections avec le déploiement de l'éducation numérique. Qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que c'était beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'on trouvait d'autres alternatives qui permettaient de réduire l'empreinte tout en délivrant le même service? Comme quoi, par exemple? Ben, par exemple, est-ce qu'on peut, au lieu d'avoir une flotte de tablettes par classe, est-ce qu'on peut avoir une flotte partagée? Puisque de toute façon, les élèves dans le secondaire n'ont pas vocation à être toute la journée sur la tablette. Est-ce qu'on ne peut pas partager ce genre de choses? Et nous, on regarde l'angle environnemental. Donc oui, il y a un intérêt économique, mais c'est pas forcément ça qu'on va regarder, surtout dans politique, quand on a fixé un budget. En fait, dans toutes les grosses organisations, quand on a fixé un budget, on se préoccupe plus de savoir si on le dépasse ou si on réduit, parce que réduire, ça intéresse assez rarement les gens. D'un point de vue environnemental, par contre, ça peut marcher. Donc c'est ça qu'on va faire. Pour le PFL, on a dressé une liste de 8, si mon souvenir est bon, recommandations, dont la première ou la deuxième était de prendre quelqu'un pour s'occuper du sujet, puisque c'est colossal. Une autre était de mieux traquer le matériel, ce que je sais ce qui a été fait depuis. Et donc, c'est sur ces bases-là qu'on a poussé. Et pour saluer les efforts qui ont été faits, le PFL a pris le sujet en main et est aujourd'hui parmi les écoles les plus en avance sur le sujet. Le premier mandat, donc avec le PFL ou l'État de Vaud, c'est facile d'obtenir les informations sur il y a combien d'imprimantes, il y a Non, combien de... non, c'est un enfer. C'est pour ça qu'on demande à une société externe aujourd'hui de le faire. D'ailleurs, dans tous les gros groupes, c'est assez similaire. Et puis dans le cas de l'EPFL, ce qui nous aide à l'époque, c'est qu'on obtient le droit d'envoyer un email. L'étude est publique, elle est disponible en tout cas sur le site de Resilio et elle est sur le magazine InfoSciences de l'EPFL. À l'époque, on trouve presque 3 équipements par personne à l'EPFL. Donc on trouve à peu près 3 laptops ou desktops. Et là, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce qu'il y en a vraiment 3 ou est-ce que personne ne gère l'inventaire et donc personne ne les a jamais sortis? Et quand on dit personne ne gère l'inventaire et qu'on parle d'une entité fédérale, bah, y a plein de gens à qui ça fait pousser des boutons. Moi, je me dis que c'est pas si pire parce que c'est pas si grave. Le job de l'EPFL, c'est pas de compter des équipements, donc même en tant que contribuable, j'y vois pas un problème extrêmement grave. Mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément d'inventaire. Moi, je pense qu'il y a vraiment 2 équipements et demi en tout cas, peut-être pas 3 et quelques, mais 2 et demi. Donc on peut pas forcément faire confiance aux inventaires qu'on a, mais si on peut pas faire confiance aux inventaires qu'on a, on va pas envoyer des questionnaires à 16 000 personnes dans le PFL, ça va pas marcher. Donc on va essayer toutes sortes d'autres astuces, de statistiques, de tests, de contrôle. On va se dire si tous les étudiants ils ont ça, plus ça, et puis tous les professeurs ils ont ça, et puis etc. Je fais un peu mes stats, à quoi j'arrive. Et à l'EPFL, ce qui est dur, c'est qu'il y a énormément de matériel. Donc pour revenir sur les 3, il y en a un personnel, c'est sûr, et il y en a dans les bureaux, il y en a pour les machines. Il y a beaucoup de machines qui viennent avec leur équipement, donc forcément ça fait augmenter le nombre de machines. Et puis il y en a dans les stocks. Et là, les stocks, c'est impossible de les évaluer. Je salue ceux qui ont pris la relève et qui essaient d'avancer sur ces sujets-là. Donc, c'est pas facile. On a forcément que des estimations. C'est aussi pour ça que préciser et être capable de dire ça, c'est l'empreinte pour telle machine exactement de tel fabricant, bah, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Quand à la fin, la conclusion, c'est de se dire qu'il faudrait fournir la capacité d'augmenter la durée de vie du matériel. Ça veut dire faire non pas un point vélo comme il y a aujourd'hui où tu peux réparer ton vélo, mais un point informatique où tu peux réparer ton équipement. Ça a été fait et ça, c'est utile. Et calculer plus et à la virgule, ça aide pas beaucoup. Vous avez facturé quoi à l'EPFL au Rien début? du tout. Rien du tout. Il y a même eu une situation un peu loufoque parce qu'on aurait eu besoin d'un peu d'argent pour de la formation à l'époque et on avait demandé 5000 francs qui nous ont pas été accordés. À l'époque, ça m'avait un peu fâché, mais bon, aujourd'hui, ça me fait plus courir qu'autre chose. Le premier mandat qu'on a fait par la suite, on avait multiplié le prix par 10. Bon, 10 fois 0, ça reste 0, non? Non, on avait multiplié la demande par 10. On était dans l'ordre des 50 000, ce qui est assez classique en prestation de service. Pour le temps qu'on y a passé, c'est pas forcément là qu'on a fait le plus de marge. Et puis l'argent qu'on a utilisé des toutes premières missions, de nos 2 premières, donc notamment celui de l'État de Vaud, a servi très essentiellement à faire de la formation des équipes. On ne se payait pas à l'époque. On a commencé à se payer à partir du 4e ou 5e mandat, je pense.
quand on a monté l'entreprise, donc presque un an plus tard. Vous démarrez donc la première entreprise à 11. Ouais. Ouais. C'était une SARL, c'était une SA. C'était une SA. C'était une SA. Notre avocat, mon ami Hugh, m'a dit il faut que même si c'est un peu plus dur de rassembler les fonds, vous devez pouvoir les avoir. Il avait tout à fait raison. Et SA versus SARL, il n'y a pas de sujet, fais une SA. Et je ne peux que répliquer le même conseil. Une SARL, dès que tu veux changer quelque chose, tu passes au registre du commerce. C'est, à mon sens, la pire de toutes les administrations que je connaisse en Suisse. Et du coup, prise de tête garantie. Et ça, pas de problème. C'est un peu plus coûteux au début, mais c'est ce qu'on a fait. Et à 11, on a vraiment besoin d'être flexible, d'avoir des gens qui rentrent, des gens qui sortent, sans que ce soit un enfer. Tout le monde vous avez pris 100% divisé par 11. Presque. Sur les voies, oui. Sur les parts, non. On a fait un système de parts à deux niveaux. On voulait que celles et ceux qui avaient le moins de moyens puissent avoir à peu près la même voie que celles et ceux qui avaient le plus de moyens. À l'époque, je pense que j'étais un peu trop optimiste et d'un point de vue du capital, il y avait plus de différences que je n'aurais voulu. Et dans une ou deux opérations de capital successives, on a renivelé plus tard. Mais au début d'une boîte, tu sais pas, chacun vend qui va amener ci, amener ça, se dit que on va faire comme ci, on va faire comme ça, et c'est forcément très loin de ce qui va vraiment se passer. Donc au début, on avait des difficultés. Voilà, la personne qui avait le plus de capital avait 20 et quelques pourcents, je crois, 23, 24. Aujourd'hui, la personne qui en a le plus, on a 13. Donc on a plus resserré. Mais au niveau des voix, c'était plus ou moins une voix, une tête. Pas tout à fait, parce que voilà. Les 11 de départ sont toujours là. Non. Non, ni dans les opérations, ni forcément au capital. Il y a une ou deux personnes qui sont sorties du capital, et puis dans les opérations, il y en a un peu plus, une ou deux en plus, qui sont plus vraiment dedans. Euh, on a une politique assez dure sur le fait que quand tu t'en vas, tu t'en vas. Donc tu vends tes parts avec. Puisque quand on fait une boîte à 11, on le fait pour que chacun soit engagé. Et donc que chacun soit engagé, ça veut dire que tu apportes régulièrement à l'entreprise. Donc tu es un consultant régulier ou employé. Si c'est plus le cas, à moins d'avoir fait une contribution exceptionnelle qui mérite de rester et donc d'être probablement diluée, parce qu'elle s'arrête là, a priori tu t'en vas. Et tu t'en vas en récupérant sur tes parts le bénéfice de ce qui a été fait. Donc en la vendant à la valeur de marché. Donc on estime que c'est un deal fair, puisque tu récupères ce que tu avais, mais tu laisses la place pour d'autres. Ça marche. Oui, ça marche. Euh, sur la théorie, et quand il s'agit que les autres s'en aillent, ça marche mieux que quand il s'agit que la personne en question s'en aille. Là, ça coince un peu plus, mais ça marche et ça se fait. Ok. Ouais, il faut, dans mon rôle, c'est aussi à moi de savoir dire à un moment, voilà, c'est les règles qu'on avait posées, tout le monde les connaît, elles sont écrites et c'est celles-là qu'on respecte. Est-ce que ton rôle, dès le départ et où aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je suis le CEO et le président du conseil d'administration. Ça fait un peu pompeux, mais en gros, côté conseil d'administration, c'est plutôt les actionnaires, donc c'est plutôt la politique de l'entreprise. Et puis, CEO, c'est mon job de tous les jours. Ça consiste à mettre de l'huile dans les rouages et faire tourner la boutique. Euh, un confrère CEO en Suède, pardon, qui a probablement 2 fois mon âge, trouvé assez marrant qu'on ait sensiblement le même job, c'est-à-dire que CEO dans une petite boîte, c'est celui qui éteint la lumière et ferme la porte, fait le ménage quand personne s'en est occupé et qui pense à payer les salaires, payer les factures, ou qui file un coup de main quand il y a un collègue qui déprime un peu et puis qu'il est en galère sur son travail. Mais c'est aussi celui qui va essuyer les mauvais coups auprès des clients, ou pour faire rêver un peu plus, en général, qui prend la lumière et les projecteurs ou les micros comme aujourd'hui. Au moment où vous créez donc l'ASA, Ouais. vous dites que donc il y a un business suite à la demande de l'État de Vaud et de l'UNIL. Oui. Et la demande de l'Occitane en Provence. Et mon ami Alain Buzacaro, que je ne connais pas à ce moment-là, qui m'appelle complètement au hasard un jour où je suis en train de faire des courses, je suis devant des patates. Et il m'appelle, un numéro suisse, je me dis tiens, c'est pas commun qu'on m'appelle depuis un numéro suisse, je réponds. Et là, il se présente comme le CTO global de l'Occitane. Je comprends pas tout de suite. Au début, je suis étudiant à ce moment-là, on est loin d'une boîte, et il y a le CTO d'une boîte de 10 000 personnes qui m'appelle. Et tu as 21 ans à ce Ouais, moment-là. 20 même pas. Je pense que j'ai 20 à ce moment-là. Et il me dit, je voudrais que tu me coaches
et je voudrais que tu m'apprennes ce que tu sais. Et là, l'hallucination totale. Là, vous avez déjà créé la SA. Non, pas du tout. Là c'est l'événement déclencheur qui fait qu'on va créer la DSA. Là, on est en novembre, je pense en novembre 2020, je dirais. Et il me dit, ouais, c'est ça, il me dit, ça m'intéresse, et donc on s'en parle. Le temps passe, entre Noël et Nouvel An, il m'appelle, de nouveau, on s'était mis d'accord, on s'appelait de temps en temps, et il me dit, écoute, tu es la seule personne liée à mon boulot que j'appelle de toutes mes vacances, parce que j'aime bien ce qu'on fait, ce qu'on partage ensemble, et on continue de discuter, et je lui donne mon point de vue sur un certain nombre de sujets, et je lui explique et je lui demande un avis. Et il me dit, bah allez-y. On parle de l'assaut qui grandit, et il me dit, vous avez un business, c'est vrai, vous n'avez pas de risque, c'était vrai aussi, vous êtes motivé, tous les voyants sont ouverts, allez-y. L'occasion se représentera probablement pas comme ça, donc go. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, on va créer la boîte. Et le printemps, c'est un bon moment pour créer une boîte parce que c'était plein d'énergie. Et après, ça dure et ça dure et ça dure. Et la création de la boîte s'étale sur tout 2021. Et finalement, on l'enregistre au registre du commerce au deuxième essai, en tout début 2022. Ok. Mais déjà avec des ventes. Déjà avec des ventes. En fait, on a fait une association entre les deux pour tamponner et récupérer le chiffre d'affaires qu'on avait fait, quelques 90 000 francs. Euh, Parce que monter la boîte, c'était long, et monter une asso, c'est extrêmement rapide. Et puis en dessous de 100 000 francs, tu as zéro administratif. Donc on avait tamponné comme ça, et l'asso payait les salaires très, très modestes des quelques personnes qui ont travaillé là-dessus. Donc des 11 premiers, j'imagine. Ouais, exactement. Parce que là, tu peux nous raconter un tout petit peu comment vous aviez un modèle. Moi, j'ai eu la chance de vous avoir accompagné Ouais. à cette époque avec Geninem. Vous aviez un modèle de consultant. Ce n'était Oui. pas des employés en Euh, CDI sur le payroll, c'était des modèles de consultants. Tu peux nous Mm. expliquer un peu? Alors au début, à la création d'une boîte, c'est la raison pour laquelle je suis fermement opposé, j'y resterai toute ma vie, je pense, au salaire minimum. C'est parce que au début d'une boîte, ça ne peut pas s'appliquer. Ou alors un salaire minimum, mais pas pour les petites boîtes ou les boîtes trop jeunes. Pourquoi? Parce qu'au début, tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire. Et en fait, mettre un salaire minimum ou se forcer à faire un salaire minimum, ça nous aurait tué, ou ça aurait rendu impossible notre modèle d'entreprise dans laquelle on possède la boîte. Et du coup, on était dans une logique d'employé actionnaire. Et c'est une histoire qui se raconte bien à la fin, mais qui, au début, impose que chacun fasse les sacrifices de l'entrepreneur en général. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement combien je suis payé, je ne sais pas exactement quand. Et en fait, quant à 11 personnes, du point de vue de l'administration, c'est quand même des employés, c'est quand même des salaires. Donc on se retrouve à verser des salaires à l'heure, sur des décompteurs qui sont faits par tout le monde, et dans lesquels, en gros, on essaie de se mettre d'accord, et on dit, là on y arrive, là on n'y arrive pas, donc ce mois-ci, les heures, on oublie. Et c'est un peu comme ça que ça marche. Donc au début, la toute première année, on a une asso, parce qu'il fallait quelque chose de flexible et rapide, qui paye des salaires à l'heure à des gens qui les déclarent en bonne intelligence. Et du coup, on se retrouve avec des montants qui sont, ultra modestes, deux, pas du tout réguliers. Et on va aussi faire l'écureuil. C'est-à-dire qu'en fait, L'écureuil. ouais, à ce moment-là, on va mettre pas mal de côté en se disant, on n'a pas vraiment besoin d'argent. Beaucoup, on est étudiant à temps plein, donc on n'a pas vraiment urgence à dépenser cet argent. On va plutôt le garder pour les premières personnes qu'on va vouloir embaucher, à partir du moment où on s'est dit qu'on va monter la boîte. Ok. Et là, j'ai deux questions. La première, est-ce que tout le monde était d'accord avec ce concept d'écureuil? Parce que quand tu es étudiant, tu as quand même besoin d'argent. Ouais. Il y a de l'argent sur le compte. Tu te dis, bon, bah écoute, moi, là, vous m'avez déjà pas payé en janvier. Oui, tout le monde était d'accord. On a eu de la chance d'être avec une équipe qui était quand même relativement fortunée, donc personne n'était en galère financière. Ça aurait peut-être changé la donne à l'époque, mais pour autant qu'on était des étudiants à vivre comme des étudiants, on avait peu de besoins, on avait peu de moyens, mais on n'avait pas besoin de beaucoup plus que ce qu'on avait déjà. Donc on était sur des montants qui variaient, mais qui étaient déjà là, et puis qui surtout remplaçaient les jobs étudiants. Et ça, c'est un peu la personne à laquelle je pense qui était un peu plus tendue. C'était surtout une question de priorité. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas payer, elle ne pouvait pas forcément travailler, puisque en fait on remplaçait son autre job étudiant qui l'intéressait moins. Ouais, ok. Euh, Et la deuxième question, c'est, il faisait quoi
Toutes ces personnes, On était elles allaient compter des PC, elles faisaient quoi? Ouais, on était consultants, donc en gros, les missions au début, c'était, contacter les clients, leur expliquer ce qu'on va faire, ensuite, se lancer dans la collecte, aider les clients à collecter les infos et puis notre boulot, c'est de chercher des astuces. Donc, pour, trouver les imprimantes dans une boîte, normalement, tu cherches la personne en charge des impressions, parce qu'il y a souvent une personne en charge des impressions. Elle, normalement, elle sait. S'il y en a pas, bah, peut-être il faut chercher dans la grande liste de tous les équipements et puis ainsi de suite. On a plein d'astuces, puis sinon la dernière, c'est, tous les combien tu as une imprimante? En moyenne, une pour, 10-15 personnes. OK, combien tu as de gens? Tu estimes le nombre d'imprimantes et donc on va faire ça pour tous les équipements. Ensuite, on va vérifier que les infos sont valides parce que on s'est retrouvé avec des trucs complètement délirants, des clients qui avaient oublié, qui avaient rajouté des choses. Donc là, on fait un contrôle et puis après, on calcule les résultats et surtout, c'est là qu'on se met à travailler vraiment. C'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je comprends, si c'est les imprimantes qui sont le hotspot, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi les éléments. Et là, c'est là qu'on va vraiment réfléchir et il y a à la fois du technique, à la fois de l'humain. Euh, dans une grande administration, que je ne citerai pas, tu retrouves énormément d'impressions, vraiment, vraiment beaucoup. Une façon de les réduire, c'est de rendre l'impression plus dure, c'est-à-dire qu'il faut se lever et pas avoir une imprimante à côté, mais quand l'imprimante personnelle, c'est un signe de gratification dans la boîte, en fait, dans l'organisation, tu as une imprimante personnelle parce que quand c'est vraiment venu comme une prime au meilleur, bah, c'est galère de l'enlever. C'est galère d'expliquer qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va te mettre au placard, mais rien du tout, et que c'est pas ton manager qui l'a décidé, c'est l'équipe IT qui aimerait bien réduire les coûts et être plus green. Et là, on touche des cordes hypersensibles, donc pour être compris, c'est dur, ça marche pas toujours. Et à ce moment-là, c'est là que vraiment nous, on travaille. C'est comment on peut essayer de faire accepter ce message et que chacun, chacune comprenne qu'il n'y a rien de personnel là-dedans et Et qu'on comment peut on faire fait? autrement. Bah, l'imprimante personnelle, ça fait partie des choses qui sont ultra galères. Faut être très patient. Ça vient sur le long terme. L'astuce la plus simple consiste à pas les réparer. OK. Donc en fait, on attend qu'elles meurent de leur belle mort et après on les répare pas en disant qu'il y a une nouvelle politique qui fait qu'on a des machines toutes neuves au bout du couloir. Une pour 15. Ouais, une pour 15 et en général, il faut positionner stratégiquement tes grosses multifonctions et du coup, ça va coûter cher en multifonction parce que tu vas en mettre une dans tous les bureaux et pas dans les couloirs. Et puis, il viendra plus tard le temps de les déplacer. OK. Hem, Comment elle se fait la négociation quand tu as un groupe comme l'Occitane et puis après vous avez, c'est sur votre site internet, il y a des gens comme LVMH par Ouais. exemple qui sont vos clients aujourd'hui et après on parlera de la situation où vous en êtes aujourd'hui, mais quand il y a ces gros clients, hem, visiblement il y en a qui vous approchent, je pense que vous avez dû en démarcher aussi. Oui. La négo, tu leur vends quoi? Tu leur vends des paquets d'heures? Tu leur vends, l'accès à la base de données? Tu leur vends quoi? Alors aujourd'hui, on leur vend plein de choses, mais à l'époque, pour commencer, on ne sait pas ce qu'on vend. Déjà, pour commencer, moi, je ne sais même pas combien ça coûte, donc j'ai des gens qui me disent ça, c'est à peu près tant, ça à peu près tant. Des gens, c'est des gens de Des Résilio ou partenaires, des gens qui vont devenir pour certains, parmi les 11 cofondateurs, sur les 11 il y en a 8 ou 9 je ne sais plus, qui sont étudiants, et puis 3 qui sont seniors, qui ont travaillé ailleurs à ce moment-là. On a des clients avec l'Occitane. Je pense que c'était très clair pour Alain comme pour moi. Je ne savais pas combien ça coûtait. Et lui savait qu'il avait 20 000 balles de budget. Donc il m'a dit j'ai 20 000 balles. Voilà. qu'est-ce que tu Ça, peux faire avec ça, quoi? ouais, exactement. Pour le canton, j'avais fait faire le prix. J'avais demandé de l'aide à quelqu'un d'autre pour le prix. On avait tenté un truc. Et après, la règle dans le commerce de ce genre de prestations, c'est assez simple. Si ça marche du premier coup, c'était pas assez cher. Si ça bloque un tout petit peu, c'est que c'était bien. Si tu as l'occasion de justifier et de dire voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Si c'est non et qu'il n'y a pas de deuxième round, c'est que c'était beaucoup trop cher. Et donc on a juste au fur et à mesure. Et donc c'est votre marché, c'est ton marché qui t'a dit un petit peu, Ouais, et donc au fur et à mesure, on savait. Après, les prix entre ce qu'on pratiquait à l'époque et ce qu'on fait aujourd'hui, ils sont effondrés, mais de manière délirante sur la frange de conseil. Et puis, tu me demandais ce qu'on faisait à l'époque. On faisait du conseil, on faisait aussi du développement logiciel. On a commencé à développer un software. Alors, au début, c'était archaïque de chez archaïque. Mais aujourd'hui, on a un vrai produit qui est vendu, qui fait un bon tiers, voire une petite moitié de notre chiffre d'affaires. Et puis, ce software-là,
remplace le fichier Excel. Donc il te permet de faire tout ce qu'on aurait fait autrement, même pour des trucs plus complexes, et en remplaçant le fichier Excel. Alors aujourd'hui, vous êtes combien dans Resilio et vous faites quoi à peu près comme chiffre d'affaires? On a à peu près 25, on a 2 millions de chiffre d'affaires par année, à peu D'accord. près. En 4 ans. Ouais. La croissance, elle a été linéaire, elle a été exponentielle? En nombre de têtes, ça s'est fait par vague. En temps de travail, c'était assez progressif. Forcément, à la fin, forcément, la troisième année, 10%, ben, ça fait 2 personnes. La première année, c'était 20%, mais c'était toujours 2 personnes. Donc, tu as petit jeu de ton pourcentage, mais en fait, en plus, nombre de TP, c'est assez régulier pour l'instant, et ça va assez bien, parce qu'une boîte qui est double de taille, c'est quand même un sacré challenge. Il n'y a rien de ce qu'on faisait il y a 4 ans qui est pareil d'aujourd'hui, ni dans le business, ni dans la façon de fonctionner. Donc pour moi, c'était aussi un gros challenge. Tu m'étonnes. Tu nous as dit au début, ben voilà, c'est la présidence de l'EPFL qui fait appel à vous. Après, il y a l'État de Vaud qui vient vous voir. Après, il y a cet appel de l'Occitane. Tous les clients sont toujours venus vers vous ou vous avez dû à un moment donné aller les chercher? Au début, ils viennent vers nous. Après, on est allé en chercher quelques-uns. Comment? Mais chez nous, ben, aller chercher des clients, chez nous, ça passe pas par du cold calling. Donc on n'en prend pas le téléphone pour appeler les gens au hasard. On se fait voir, en fait. Et donc les gens continuent de nous appeler. Encore ce matin et tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui nous a trouvé sur notre site web un peu plus tard qu'hier. Et en fait, notre système de démarchage fonctionne comme ça, c'est que c'est pas vraiment du démarchage. On se fait connaître. On investit dans des événements, dans des publications, on fait des livres blancs, on fait des études avec des partenaires. On a fait une étude sur l'empreinte du numérique en Suisse que chacune retrouve sur sustainablit.ch en un seul mot. Et puis de ça, quelqu'un va nous trouver, va nous rencontrer, et un jour où il a besoin ou envie de faire quelque chose, il va venir nous voir. Pourquoi? Parce que le cycle de vente dans une grande entreprise, c'est un cycle de vente personnelle en série. C'est-à-dire qu'il faut vendre à une première personne, et ensuite il faut aussi vendre à une deuxième, voire aussi vendre à une troisième. Et c'est pas ou, c'est et. Donc il faut réussir plusieurs ventes à la suite, et si tu les rates, bah tu perds tout. Donc si le contexte n'est pas bon, si l'entreprise n'a pas envie de le faire, ça sert à rien d'essayer, tu vas juste perdre beaucoup de temps. Le point d'entrée, c'est le responsable informatique, c'est le CEO, c'est En général, c'est le responsable informatique. Aujourd'hui, on a même des responsables numériques responsables. Il y a des gens qui sont en charge de ce sujet-là, de Green IT, de Sustainable IT, en fonction de où tu te trouves, de Responsible AI. Maintenant, ça va dépendre des organisations. Ça peut être des fois la R&D, mais en gros, c'est le responsable informatique. Et dans nos clients plus récents, c'est le responsable RSE. Parce que dans nos clients plus récents, il y a des boîtes dont le principal boulot, c'est le numérique. Donc des boîtes de cloud, des boîtes de telco, des boîtes qui fabriquent du matériel. Et chez eux, c'est porté par le sujet RSE, CSR, ESG, environnement. Alors que chez les clients qui font autre chose que du numérique, bah, c'est plutôt le département informatique qui s'en occupe. ça change quoi? Que ça soit Tout. Tout, il n'y a rien qui fonctionne pareil. C'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes profils. Le responsable DSI, il a 45 ans, il a un ou deux enfants, il vit en banlieue, et c'est un mec déjà. Et il a fait des études en général pas trop loin, des études sup. Il y a tout un profil assez général. C'est pas toujours pareil, mais ça implique toute une foule de choses, tout un mindset. Alors que la responsable RSE, en général, c'est une femme euh, qui a pas du tout les mêmes contraintes, qui a pas du tout les mêmes pouvoirs. Le DSI, donc le responsable informatique, il a du budget, la responsable RSE en général n'en a pas. Elle a un haut niveau d'études, elle est punchy en général, sinon elle ne serait pas là, parce qu'elle est entourée de mecs qui font pas forcément confiance à son travail. Il y a quelques exceptions, hein, il y a quelques exceptions notables, mais il y a quand même des archétypes qu'on retrouve. Et pour nous, ça change tout, parce que c'est pas le même mindset, c'est pas les mêmes arguments, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Un DSI, il est pas obligé de faire quelque chose, ou alors c'est sa hiérarchie qui lui demande. Une RSE, en général, elle est là pour ça. Elle est peut-être plus motivée de base, mais elle a pas de pouvoir. Un DSI, il a du pouvoir, donc il faut le motiver, mais t'as pas forcément de 3 ventes à faire derrière.
alors qu'une RSE, elle va probablement être convaincue dès le début, mais elle est toute seule, et ton job, ça va être de l'aider à convaincre les autres. Et à faire toutes ces ventes comme ça en cascade. Exactement. Et c'est assez fréquent que, avant même qu'on soit payé, on change de team, c'est-à-dire qu'on travaille pour notre client dès le début. Je pense à plusieurs de nos clients dans les telcos, où le cycle de vente prend 1 an et demi, facile, et où on travaille avec notre cliente, notre future cliente, qui est convaincue de ce qu'on veut faire ensemble, et on travaille à expliquer ce qu'on veut faire, expliquer pourquoi nous, expliquer les alternatives, expliquer ce que ça apporte de faire ou pas faire. Donc c'est déjà notre boulot en fait de convaincre en interne, et on démarre avant même d'avoir une presta. Et ça fait partie du fait que quand tu vends du conseil, tu vends des gens, donc il faut qu'il y ait un lien humain. C'est moi qui apprécie de travailler avec quelqu'un d'autre, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Et donc, on a un cycle de vente qui, en fait, démarre déjà un début de prestation. Et si on y arrive, bah, c'est déjà un bon signe parce qu'on arrivera à faire autre chose ensemble. Donc ça veut dire que tu engages déjà des heures avant Ouais. d'avoir. Ok. Et ça, tu as un budget, chacun a le droit à tant d'heures de devis non signés ou... Non, non, parce que c'est trop le bordel. Chez nous, on a une boîte avec que des gens qui sortent de l'EPFL pour ceux qui sont en front de client ou presque. Ou presque. Et on a autre chose à faire que de compter les heures. Donc, quand on sent que c'est trop, on s'arrête. Après, tu as toujours le dilemme de j'ai déjà mis du temps, donc j'ai envie d'y mettre un peu plus de temps. On veut travailler avec une banque centrale européenne. Je pense que, je suis sûr qu'il y a 1 an et demi, la personne est venue nous voir spécialement à Bruxelles. On n'a rien signé pour l'instant. Je ne sais pas combien d'allers-retours on a fait, combien on en est de travail passé, mais ça fait aussi partie de notre job. Et le prix qui est payé par les clients sur les heures qu'on travaille dans l'émission couvre aussi cette gamme de services. Donc, comme dans tout service un peu de luxe, quand tu rentres dans une boutique de montres et qu'il y a un super tapis et t'es accueilli, on te propose un petit verre d'eau et tout, bah tu sais que pour ceux qui achètent les montres, ils payent aussi pour tous ceux qui rentrent et qui viennent voir. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est facile quand on a moins de 25 ans de vendre à, enfin, d'être dans ces démarches-là avec une banque centrale européenne. Parce que j'imagine que les gens que tu as en face de toi, ils n'ont pas 25 ans. Non, les gens qui sont en face de moi, en général, ils ont le double de mon âge. Ils ont plutôt l'âge de mes parents. Ça change quoi? Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a certains profils avec qui ça marche peu. Et au début, j'étais assez focus dessus. Alors, je me demandais comment je pouvais ressembler au bon profil qu'il faudrait. Et depuis, j'ai arrêté ces conneries, ça sert à rien du tout. Donc, ça change quoi? Je sais qu'il y a un certain nombre de clients qui probablement identifient l'entreprise à leurs enfants. On a sensiblement le même âge, on a fait sensiblement le même genre d'études. Donc, ça crée un lien qui est assez différent. Ça crée un lien qui est un peu celui que j'avais avec Alain et que j'ai toujours, c'est que c'est lui qui pourrait être dans le rôle de m'apprendre des trucs, et en fait il vient chercher que moi je le challenge et que je lui apprenne des trucs. Donc ça marche pas avec tout le monde. C'est plus le cas quand on est avec les clients en informatique, enfin ceux qui sont plus âgés que ceux qui sont plus proches de nos âges, qui ont une trentaine. Mais pour ceux qui ont 40-50 ans, qu'on croise assez souvent, on est dans une position où honnêtement il y a un respect mutuel. Le tout début est un peu galère, mais très vite, c'est attends, mais si vous avez réussi à faire ça, je ne sais pas comment vous avez fait. Et c'est clairement pas marqué sur ton visage, parce que t'as 20 ans, du coup, ça colle pas avec être à la tête d'une boîte qui travaille avec X ou Y. Fait 2 millions de chiffre d'affaires et qu'il y a Ouais, 25 collaborateurs. mais, mais il doit y avoir un truc. Je sais pas ce que c'est, mais du coup, je vais te laisser ta chance. Et en fait, je ou on part avec une carte bonus, du coup, puisque on a une confiance de base, parce que tu sais pas exactement pourquoi, mais on arrive à le faire. Tu sais pas exactement comment, mais on arrive à le faire. Et du coup, ça peut impressionner et ça peut jouer largement à notre avantage aujourd'hui. Ok. Moi, j'aimerais t'entendre sur qu'est-ce que tu as appris entre une asso d'étudiants qui fait bon, 90 000 balles, c'est quand même déjà beaucoup au tout début, et aujourd'hui une boîte avec 25 personnes qui passe les 2 millions de chiffre d'affaires. J'ai appris à rester zen. J'ai appris, je sais pas combien de trucs j'ai appris, mais je peux faire une petite liste des trucs les plus importants. Que c'est vrai, il y a un changement de dynamique à 15 personnes. Une équipe de moins de 12. Je connais quelqu'un qui parlait de l'équipe de 12, moins de 12, plus de 12. En tout cas, autour de 15, il y a un vrai changement. Les fameuses 3 ou 4 pizzas qu'on peut partager et qu'après on Ouais, peut plus. ouais. Au bout d'un C'est quoi le moment, changement? tout.
tout. En fait, la façon de communiquer en interne, les rituels, les réunions, la façon de prendre des décisions. Nous, on prenait toutes les décisions dans une réunion générale le jeudi. On avait fait une deuxième le lundi, mais ça marche plus. Après, on a essayé un truc qui n'a pas trop marché, dans lequel il y avait un groupe qui prenait les décisions pour les autres, mais c'était foireux. Là, maintenant, on a un peu resplitté. Vous faites comment maintenant? Maintenant, les équipes, elles prennent toutes leurs décisions opérationnelles. Donc, si l'équipe produit veut acheter des trucs ou s'organiser d'une façon ou d'une autre, elle le fait dans la limite de ce que les autres accordent en fait. C'est-à-dire que si une équipe veut dépenser un budget pour aller dans un sens, tant que ça reste sur ce qu'on a toujours plus ou moins fait, c'est OK. Si tout d'un coup il y a besoin d'un gros budget, ben en fait on va s'en parler. Il y a des gens qui sont responsables des finances, d'autres des RH, d'autres du commerce, et qui sont en fait qui ont ces rôles transverses en plus de leur rôle de base. Donc j'ai le rôle de consultant et en plus je suis RH pour l'équipe service. Et ça fait que les décisions sont prises toujours à plusieurs. Les décisions RH, on est au moins trois, avec des représentants de chacune des équipes qui ont toutes des rythmes et des modes de vie un peu différents. Et les décisions de budget, comme on a rarement des trucs exceptionnels, bah, ça marche assez bien au day-to-day. Si tout d'un coup, l'équipe produit qui a peu l'habitude de dépenser à l'externe voulait acheter une licence qui coûte 20 000 balles, bah, probablement qu'on s'en parlerait plus longtemps pour voir si on veut faire ce pari ou pas. Dans une petite boîte où beaucoup sont actionnaires, déjà c'est right pocket, left pocket, je prends à droite mais je mets à gauche. Et ensuite, si on perd, bah, de toute façon, nous, on n'a pas de frais. Donc, si on perd trop d'argent, on licencie. Il y a pas d'autres possibilités. Donc, prendre des risques inutiles pour un truc que finalement ne va pas beaucoup nous servir, ça intéresse personne. Du coup, les décisions et les discussions débiles, il n'y en a pas. Tout le monde voit les comptes? Ouais. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y a un collègue dev qui a cru qu'il y avait une faille de sécurité, qui m'a appelé un peu en panique il y a quelques mois. Et la nouvelle personne qu'on a embauchée, pareil, m'a dit mais je vois les comptes. Et donc tu vois le solde en banque et toutes les opérations financières. Et je lui dis bah ouais, chez nous c'est comme ça. Ok. Ils le savent pas avant? Tu leur dis pas avant? Bah du coup, j'ai pensé à le dire à un mec en entretien d'embauche hier, en disant voilà, chez nous ça fait partie de la transparence. On distribue, on n'a pas des salaires très importants, on a des salaires qui sont tout à fait médians, très légèrement en dessous de la médiane suisse. Et pour des ingénieurs ou des postes avancés, on est dans le deuxième quartile, donc entre les 25 et les 50%. Du bas. Du bas, ouais. Donc on n'est pas les 25% les plus bas, mais entre les 25 et les 50. Mais on distribue tout ce qu'on a. À la fin de l'année, si on a été bon, et c'est la politique, si on a été bon, il y a zéro. S'il y a plus, c'est qu'on aurait pu distribuer un peu plus ou prendre d'autres paris. Et puis s'il y a moins, c'est qu'on a été un peu trop gourmand. Je pense que c'est ce qui. On n'a pas les chiffres de l'année dernière, mais je pense que l'année dernière, on a été entre un peu trop gourmand et tout pile bien. Et ça, c'est une politique qu'on assume. Donc, il y a on a une grille de salaire qui est fixe, tout le monde le voit. Dans les autres trucs que tu apprends à 20, c'est qu'une grille de salaire, c'est dur. C'est hyper dur à remanier, en fait. Pas à mettre en place, mais à remanier. Et, et chacun peut le vérifier. Donc, tu peux voir sur les comptes qu'en fait, on n'a pas dépensé plus et on n'a pas gagné Pourquoi tu dois plus. remanier une grille salariale? Parce qu'il y a plus d'argent? Non, parce qu'au début, on l'a faite sans prendre suffisamment de temps. Je l'ai faite sans prendre plus suffisamment de temps, puisqu'à l'époque, c'est moi qui ai un peu tranché les trucs. Et ça frustrait trop de gens. Donc la nouvelle frustre moins. Comment tu sais que ça frustrait? Les gens te l'ont dit? Ouais, les gens te le disent. Et puis en fait, Pas mal, je suis pas assez payé? non, je suis pas assez payé par rapport aux autres. Parce Ok. qu'en fait, dans une boîte comme nous, la question de je suis pas assez payé, elle se résout toujours de la même façon. Faut travailler plus, faut travailler mieux, faut que les clients nous payent plus, on sait pas exactement. Mais si les recettes augmentent pas, il va falloir qu'on paye d'une façon. Donc si je veux plus d'argent en cash, soit je donne de ma liberté, je travaille comme une brute, soit je donne de ma liberté, il y a un investisseur qui rentre, soit on trouve un truc miraculeux, mais pour l'instant on l'a pas trouvé. Donc la question de payer plus, même si finalement bah, tout le monde dirait pas non, euh, dans l'immédiat on peut pas. Et en fait on est même réaliste sur le fait que payer plus, c'est aussi payer moins de gens. Donc il y a un certain nombre de trucs qu'on va pas pouvoir faire. Du coup l'équilibre de montant, il est assez réaliste. D'autant qu'on a une méthode d'augmentation des salaires annuels de au moins 1%, qui fait que ça marche assez bien. Et de toute façon, si les salaires augmentent trop, hein, c'est toujours pareil, left pocket, right pocket, et c'est des risques pour mon boulot. Donc c'est pas trop là le sujet. Le sujet, c'est comment on se paye les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est la galère.
Et comment tu as réglé le problème? Comment vous avez réglé le problème? Waouh, moi j'en ai beaucoup souffert, c'était vraiment très dur et j'ai été, accompagné par, au moins une de mes collègues qui m'a énormément soutenu là-dedans. Quand j'ai expliqué à Alain, donc le mec du début de l'Occitane, ce que je m'étais lancé, il m'a dit: «Mais fallait pas faire ça, t'es fou!» Il avait La raison. transparence? Ben non, pas la transparence, on a voulu refaire la grille de salaire en impliquant tout le monde. Donc en mars de l'année 2024, Vous étiez combien? on était 18 têtes, 20 têtes, quelque chose comme ça. Pas à temps plein, mais en nombre de têtes, c'est ça qui se compte. Et là, on a demandé à chacun ce qui intéressait, ce qui intéressait pas, ce qui étaient les façons de correct, enfin les critères en fait, sur quoi on peut se baser pour partager le salaire. On a rapidement éliminé un certain nombre de trucs, la performance individuelle. On a Pourquoi? éliminé parce que on voulait une façon de répartir. Quand tu as un salaire qui est assez faible, ça marche bien si tout le monde a l'impression que c'est juste et tout le monde le comprend. Et en fait, la performance individuelle, c'est la porte ouverte à il y en a un qui a mieux discuté qu'un autre. Parce qu'à 20, en vrai, ça va être ça. Ensuite, la performance d'équipe, c'est pareil. C'est quelle est l'équipe avec les plus grandes gueules qui va le plus savoir le truc. Et puis, tu es toujours en train de te redemander comment tu partages le bulletin. Donc, au lieu de faire augmenter le bulletin, bah, t'écharpes pour te partager le coffre et son contenu. Et puis, on a aussi éliminé les compétences, sensiblement pour les mêmes sujets. Déjà, il y avait trop peu de gens qui trouvaient que c'était un critère pertinent. Ensuite, des critères, on en a 4, c'est déjà beaucoup. Tu Euh, peux nous les partager? Ouais, donc il y a une base de salaire qui est fixe. Ensuite, tu as un critère lié à l'ancienneté dans l'entreprise, donc le temps passé. Ensuite, l'expérience, donc le temps passé au travail dans un job qui ressemble à peu près à celui que tu as aujourd'hui. Et puis, s'il y a des personnes à charge, il y a une prime additionnelle qui vient rééquilibrer l'effet famille ou en fait les parents à charge, ce genre de choses. Donc ça, c'est les principaux critères. Et puis, on a un jeu sur la géographie, en fonction de l'endroit où tu te trouves, du pays exactement dans lequel tu te trouves. Parce que tout le monde est pas à Lausanne? Non, on a quelques personnes en France. Ok, parce que vous avez ouvert une succursale en France, hein. Exactement, oui. Et donc créer cette grille, arriver là-dessus, c'était un, sélectionner les critères, deux, c'était sélectionner les, sélectionner euh, les façons de les caractériser. C'est une chose de dire on va travailler sur l'ancienneté, mais ça veut dire quoi? C'est des classes d'ancienneté, c'est des pourcents par année, c'est des montants par année, c'est des montants tous les 6 mois. Et c'est quoi alors? Bah nous, sur l'ancienneté, on a un booster au début. Les 3 premières années, tu prends 250 francs sur ton salaire mensuel. Donc c'est beaucoup d'augmentation au début. Comme ça, quand on embauche quelqu'un, bah, le montant est plus faible. Et si tu restes et que ça marche, tu rattrapes vite. Et ça nous permet aussi d'embaucher facilement. C'est ce que je disais au début, si tu imposes des salaires ou si tu t'imposes des salaires trop élevés, tu n'arrives pas à embaucher au début. Ou alors tu as trop peur d'embaucher, virer, tout ça, c'est la galère. Donc on est resté sur un salaire de départ qui est modeste et qui augmente plus vite, par exemple. Et donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de choisir les montants. Et là, choisir le montant, c'est le moment où tout le monde revient sur ses valeurs en disant ah non mais en fait moi mon salaire et mon montant, c'est le seul truc qui intéresse en général. Et puis après il y a un deuxième effet, c'est ah ouais mais les montants des autres. Et là tu as des effets psychologiques que au maximum l'expérience puisse dépasser 2000 francs par mois, c'était inimaginable. Là il y avait des 1900 ça passe, 2000 c'est red flag. Et donc ce qu'on a fait, c'est on s'est retrouvé début septembre, donc on avait démarré en mars, donc tu vois ça prend longtemps, on a fait plusieurs espèces de town hall où tout le monde partageait, on a fait tout ce qu'on savait faire en tant que consultant pour récupérer les avis de tout le monde et chercher les solutions. Des post-it. Ouais, des post-it, et à la fin, le problème c'est que on s'est mis à deux à partager les résultats. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont eu l'impression qu'elles étaient manipulées parce qu'elles ont ouvert les yeux sur le fait que en fait, personne n'était ravi. Et c'est pas possible. Et au lieu d'accepter que c'était pas possible et de regarder que ça n'était pas possible et de mettre les mains là-dedans, c'était non mais moi je suis convaincu qu'on peut faire mieux, il n'y a qu'à changer ça et vous nous manipulez. Donc là il y a eu... C'est chaud quand même parce que Ouais c'est chaud, ouais. vous Ouais. avez des relations quand même très fortes. La plupart d'entre vous êtes associés. Bah, c'est ce qui explique, c'est ce qui explique ce genre de choses. Il n'y a pas y a pas d'amour sans haine et de haine sans amour. C'est toujours très proche. En fait, c'est que tu es dans une gamme de sentiments qui est très fort, donc très vite tu passes de l'un à l'autre. Et là, ça a été un moment dur parce que moi j'étais énormément remis en cause.
Et puis, ça a fait trembler les murs. Ça a vraiment fait trembler les murs, puisque tu poses aussi la question de s'il y en a 1 sur 20 pour qui c'est red flag, est-ce qu'on y va quand même? Et est-ce qu'on est convaincu? Et on y va quand même ou pas? Bah, au début, on n'y allait pas. Et puis, à ce mois de septembre, et tu m'avais aidé, je t'avais appelé pour te demander si tu connaissais d'autres gens, j'ai rencontré d'autres personnes, et là, on a dit on ira quand même. Et donc, de une grille où tout le monde parle, j'ai rappelé Alain, qui m'a dit un truc hyper important qu'on a fait tout de suite, c'est retracer le process, raccrocher le process. Si les gens ne sont pas d'accord avec le résultat, au moins qu'ils soient d'accord sur le process et qu'on soit convaincu qu'on n'a pas pu faire mieux. Donc là, on a passé énormément de temps, c'était hyper chronophage, dans lequel on s'est dit, les éléments les plus clés de l'entreprise, je leur ai demandé de me confirmer que c'était business first. Et donc on a confirmé qu'on faisait business first et qu'on allongerait le temps s'il fallait. Donc au lieu de finir en septembre, on a fini en décembre. Et ensuite, j'en ai fait ce que disait Alain, tout en haut de la grille, on a dit, cette grille s'applique à tous, il n'y a aucune négociation admise, et on sait qu'elle génère de la frustration, c'est ok. Donc si t'es frustré, c'est normal, t'es pas le seul. Et là, on a mis un petit système de flag pour voir comment on pouvait y arriver. Donc ça me va, c'est vert. Ça, bof, c'est Orange. orange. Et ça, c'est non, je m'en vais, c'est rouge. Et donc, la première question, c'était existe-t-il une solution dans laquelle on a aucun red flag? Et si on n'a pas, bah, faudra décider qui s'en va. Donc à ce moment-là, ton rôle de leader s'impose de fait parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut se frotter à ça. Enfin, c'est là que le job ne démarre et ne finit pas. Tu te couches avec ça, tu te réveilles avec ça, ton week-end tu penses à ça, il n'y a pas de on and off. Tout d'un coup, tu te dis, mais je peux essayer ce truc. Tu fais les calculs dans tous les sens, et puis une grille de salaire, dès que tu touches un truc, ça explose de l'autre côté. Tu baisses pour l'un, tu augmentes pour l'autre, enfin bref. Donc on a sélectionné, on a réaffirmé le mandat qui avait été donné à ma collègue et moi, en disant, on va faire des propositions. Et ensuite, on a changé le pouvoir de décision, ça n'est plus une approbation par consensus, c'est une approbation par un cercle de gens, qui était à l'époque, qui semblait le plus convaincant. Et ce cercle-là a choisi sur le gong, donc on a fait 5 scénarios de grille qui étaient les plus proches de ce qu'on avait en fait déjà proposé en septembre. On n'a pas vraiment changé, mais là pour le coup on avait manière de marquer, et au lieu de dire c'est juste vous faites confiance à ces 2 personnes, il y a 5 autres qui ont pu regarder qu'effectivement c'était ça. On a éliminé les endroits où il y avait des red flags, et on est resté sur ceux qui avaient des oranges. Et on a trouvé en fait 2 solutions, une qu'on pouvait pas se payer et une qu'on pouvait se payer. Et celle qu'on pouvait se payer, elle avait 1 ou 2 orange flags. Et puis celle qu'on pouvait pas se payer, elle avait que des green flags, mais on peut pas se la payer. Donc on a approuvé un peu le package des deux à la dernière minute, dans un mode de vote où il y avait 3 choix, c'était oui, non ou safe enough to try. Donc je suis ok qu'on essaye, même si au fond ça me va pas. Et on est passé à une unanimité de safe enough. Donc Ok. personne n'était ok, personne n'était contre, tout le monde s'est dit que c'était le mieux qu'on avait. Moins pire. Le mieux, le mieux parce que en fait, on remet pas en cause le système de la grille, on reste attaché à ça, et c'est simplement que dans les moyens qu'on a, on préfère faire comme ça plutôt que dépenser plus, aller chercher des fonds, trouver de la dette ou autre chose. On se dit qu'il vaut mieux rester là-dessus, et que dès qu'on pourra augmenter les salaires, on le fera. On a déjà très notablement augmenté les salaires à l'époque. On a fait un bon 5% d'augmentation, et quand tes prix augmentent pas de 5%, bah faut bien trouver l'argent quelque part. Donc faut être 5% plus efficace, et ça, quand tu as l'impression d'être déjà au taquet, c'est pas évident. Donc on a déjà on a confirmé en 2025 que l'augmentation qu'on avait faite était le max que ce qu'on arrivait à donner, et c'était ambitieux. Mais pourtant, tu nous disais, parce qu'il y a toute la partie, vous vendez aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il y a 4 flux de revenus, il y a le software, Oui, il y a la base de données, où j'ai accès à la base de oui, données, il y a le conseil et il y a la formation. oui. Donc, pour le conseil et la formation, ok, ben c'est si je travaille 3 heures, je m'attends, enfin moi en tant qu'employé Résilio, si je travaille 3 heures, je m'attends à ce que tu me payes 3 heures. Oui. Mais pour le reste, Alors en fait, tout le monde est en CDI aujourd'hui, donc tout le monde est en contrat à durée indéterminée avec un salaire fixe défini par ce grille-là, mensuel, donc il y a plus de et tout le point monde de est à mobilité. 100%. Non. Non, parce que le 100% chez nous, c'est 45 heures. Comme ça, tu choisis. Quasiment tout le monde est entre 35 et 45 heures, un peu à la discrétion de chacun.
Mais on a des plus petits contrats. On a maintenant 3 personnes qui sont sur des tout petits contrats, et ça va bien aussi. Donc on a un fonctionnement assez flexible. Au niveau de la formation, on est plus ou moins à zéro, ça rapporte rien, mais ça fait de l'activité intéressante. Il y a de la marque, il y a des intérêts non financiers que tes partenaires connaissent tes produits et soient formés parce que ça t'évite de perdre du temps plus tard. Mais ça n'est pas un business lucratif. Le conseil a été de longue date l'entité qui nous ramenait le plus d'argent et surtout qui permettait de financer la recherche et le développement du logiciel avec du cash en fait. On faisait des marges. Tu vends un jour de conseil, mais en fait tu travailles une demi-journée parce que l'autre demi-journée tu l'as gagnée grâce au logiciel et cette demi-journée de bénéfice, bah, elle sert à payer le développement. Ça, c'était la logique qui s'est un peu essoufflée au fur et à mesure qu'il y a eu plus de concurrence et que donc nos tarifs ont baissé par rapport aux unités de réalisation. Et, euh, et entre les deux, le software et la base de données, enfin le software s'est remonté, donc il tient à peu près de lui-même. C'est pas extrêmement lucratif encore et ça rembourse pas tous les investissements qui ont été faits dedans, mais par contre c'est à peu près break-even. Et puis ce qui est en recherche aujourd'hui se finance aussi par des grants. Donc on a appris à aller chercher des fonds de recherche pour financer la recherche. Et ça marche? Ça marche. Ça marche, ça te fait la paix de l'esprit parce que au moins c'est 1 an et demi, 2 ans. Par contre, c'est un problème, c'est que c'est 1 an et demi, 2 ans en avance. Donc là, on a des fonds de recherche jusqu'à mi-2027 et on va déposer les dossiers d'ici 2 mois pour récupérer les fonds qui commenceront à ce moment-là. Donc au début, c'est pas accessible, c'est trop long. Si toi, tu pouvais revenir voir, si aujourd'hui, tu pouvais revenir voir le Hamael qui démarre là, avec les deux poteaux le mandat de la présidence de l'EPFL, tu lui dis quoi, Hamael? J'apprends à faire de la méditation. Pourquoi? Parce que quand tu as un. J'ai un. Je sais plus qui récemment qui m'a dit, mais t'es pas stressé? Je lui dis, je peux plus. Je peux pas. Je peux pas parce que si je me stresse comme monsieur, madame, tout le monde, pour les sujets que j'ai, je meurs. Genre, si à chaque fois que le compte en banque fait des yo-yo, je me stresse, c'est mort en fait. Euh, et faire la méditation, ça aide T'en fais? vraiment. Ouais, j'en fais, je suis pas très bon, mais j'apprends et ça aide vraiment parce qu'en fait, de toute façon, un certain nombre de trucs que tu ne peux pas changer. Donc j'ai une citation sur mon frigo qui dit qu'il faut savoir euh, accepter ce que l'on ne peut pas changer et s'investir dans ce que l'on peut changer et avoir la sagesse d'en distinguer la différence. Et c'est ça le plus difficile, c'est de voir la différence. Et en fait, j'ai trop fait à certains moments et surtout j'ai trop fait des trucs qui n'étaient pas forcément utiles. Et par stress, quand je suis stressé, je travaille beaucoup, je travaille plus, en me disant que je vais arriver au bout de mon truc et je vais être moins stressé. En fait, ça, c'est un piège, tu travailles plus, tu te trouves plus d'autres trucs à faire. Être stressé n'a aucun lien avec la quantité de travail que j'avais. Et du coup, j'apprends la méditation, entre autres, et en fait, la gestion du stress t'apprend à faire autant de choses en étant moins stressé. Et en faisant le focus sur les choses que tu peux vraiment, sur lesquelles tu peux vraiment être acteur. Voilà, exactement. Et en laissant tomber celles où de toute façon tu peux pas le faire. Et puis après, comme je disais à un collègue hier, j'ai monté une boîte de 20 personnes, me suis fait prendre des taquets énormes par des clients qui nous disaient que ce qu'on avait fait c'était de la merde, et des fois ils avaient complètement raison. On a vendu des trucs exceptionnels et on a fait un deal avec l'Union Européenne où j'ai envoyé par erreur 18 000 balles à une administration des impôts. Du coup, tu vois, il y a moins de trucs il y a moins de trucs qui me stressent maintenant. Et pour le mieux d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite? Et ben que ça continue et qu'on arrive à se déployer sur les autres secteurs qu'on recherche. En gros, on a une équipe qui est ultra tech, donc capable de gérer des systèmes complexes et compliqués. Et donc, on essaie de se déployer dans le secteur du spatial. On a déjà commencé du ferroviaire et de l'énergie. Et donc, il faut souhaiter que ça fonctionne, que ça nous ouvre d'autres perspectives et que la boîte arrive à continuer à grandir en gardant son identité qui est unique. Maintenant que je sais ce que je veux au travail et je sais la culture que je souhaite, je suis aussi capable d'en exprimer plus directement les lignes rouges. Autre apprentissage et truc que je me serais dit il y a longtemps, c'est d'être capable de me dire ce que j'ai envie et d'être capable de le dire aux autres. Parce qu'en fait, si tu le dis pas, tu le sais pas, tu le fais quand même. Et les autres le comprennent pas parce que tu l'exprimes mal. Alors que si tu sais le dire, bah tu le dis. Et typiquement, on a embauché récemment plein de nouveaux esprits et on est en train de prendre plein de nouveaux esprits de stagiaires
pour avoir du frais, pour chercher des nouveaux trucs, pour faire différemment, pour être un peu challengé. Quand tu le sais, t'embauches pas non plus des gens qui ont envie de sécurité et de trucs stables. Et du coup, c'est le mieux pour tout le monde. Parce que ceux qui veulent être challengés le sont. Et puis ceux qui veulent autre chose ne viennent pas. Et c'est OK, il n'y a aucun souci. Et s'il y a d'autres, ouais, des étudiantes ou des étudiants en ingénierie, sciences de l'environnement, qui disent qu'ils aimeraient quand même faire une boîte, créer un Ouais. business, tu leur recommandes un podcast, un livre, de contacter une personne Ils peuvent m'appeler. Ils On te peuvent trouve sur les m'appeler. réseaux? On me trouve sur LinkedIn facilement. On me trouve en contactant Resilio. On me trouve, il y a mon numéro de téléphone. C'est assez facile. Et puis, je leur recommande de s'investir dans quelque chose qu'ils ont envie, surtout, parce qu'en fait, ça va prendre énormément d'énergie. Donc, si on n'est pas convaincu à 100% à fond et on en a vraiment envie, il faut oublier. Et après, dans les ressources, je crois qu'il faut trouver les partenaires qu'on a envie. Moi, j'ai trouvé les liens et les façons de faire qui m'allaient bien. Je suis pas très bouquin, je suis pas trop podcast, je suis plutôt relations humaines. Donc, j'ai trouvé quelques personnes avec qui j'en discute. Euh, et puis surtout, l'endroit où il faut aller, c'est les cercles de CEO, de founders, parce que c'est un des rares endroits où on peut se parler de sujets difficiles, un peu comme j'ai essayé de le faire là, sans détour. Eh ben, ça sera la conclusion, si tu es d'accord avec ça, Maël. Parfait, Merci merci. beaucoup Merci pour de ton ton temps et invitation. puis longue vie à Resilio. Merci, Salut. à bientôt.